Vous êtes sur la télévision nationale du Burkina, l'émission c'est Culture Express. Nous sommes là donc pour décrypter l'actualité culturelle. Et puis pour cette semaine, on va parler beaucoup de littérature parce qu'on va recevoir Iron Bender dans son aspect littéraire. Voilà, donc Iron Bender, comme je le disais, donc, qui a fait sortir une œuvre, Manilor, la femme de quelqu'un, on va en parler. On va recevoir également avec nous Monsieur Christian Kienka, qui est donc le directeur du Centre national de lecture et d'animation culturelle, pour parler de la philo. On va parler du bien. Et on va recevoir un poète, c'est un artiste, c'est Smarty. Voilà, donc c'est 100% littérature au bonheur de Mouni Yerbanga, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui, on fait une part belle à la littérature, aussi bien dans son aspect classique que dans son aspect plus ou moins moderne, à travers justement cette poésie moderne qui se matérialise à travers donc Smarty. Juste après ce qui suit, nous allons pour l'actualité culturelle. Il est écrivain bilingue, interprète et traducteur en anglais. Ses œuvres en tant qu'écrivain sont Rip What You Show, pièce de théâtre et recueil de poèmes, poèmes humoristiques et thérapeutiques du Burkina Faso, et Manilor, qui veut dire donc la femme de quelqu'un. À son actif, donc 5 albums. Nous recevons le Rasta Commando. Iron Bender, bonjour. Bonjour. Rasta Commando, toujours avec ses lunettes. Yeah, man. Voilà. On va parler de toi sur l'aspect donc en tant qu'homme de lettres. Ah oui. Voilà. Comment est venu pour toi donc l'amour pour la lecture? Au fait, je me suis inscrit au centre culturel. Pour l'écriture, voilà. Oui, je me suis inscrit au centre culturel américain en 87 en Côte d'Ivoire. Wow. Et là-bas, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Bon, donc c'est direct. Et à partir de là, j'ai commencé à étudier ce qu'on appelle Malcolm Shakespeare, Isokin, en fait, de tous les grands écrivains de l'autre côté. Je me suis intéressé à ça et j'ai commencé aussi à m'intéresser beaucoup à la lecture et commencé à écrire parce que qui parle de scène culturelle américaine, pas de la lecture, il n'y a pas de cinéma là-bas, il n'y a rien, c'est la lecture directe et là-bas, c'est tout en anglais, il n'y a pas des œuvres en français là-bas. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écriture? Bon, je crois que si je peux m'exprimer à travers l'écriture, sans l'écriture, peut-être l'histoire sera effacée complètement puisque le grand-père explique à le papa et le moment que le papa va m'expliquer, lui, il a modifié d'une manière. Et moi, je vais expliquer ça à mon enfant. Je le modifie parce que je ne peux pas aller directement. Donc, je crois que quand c'est écrit, il n'y a même pas de problème, il n'y a pas de rectification là-dessus. Oui, il y a quand même Rip What You Saw, pièce de théâtre et recueil de poèmes, et puis poèmes humoristiques et thérapeutiques du Burkina. Ah oui. On a l'impression que cet aspect de toi n'est pas assez connu. Oui, justement, vous avez raison, parce que qui parle de Iron Bender, déjà, les gens parlent de... Ils ne font même pas attention. Pourtant, j'avais parlé de ça, j'ai distribué ça comme le premier livre, tout est parti, comme on appelle, à l'université de Burkina, de Ouaga, à Koudougou. Oui, j'ai déposé tout ça là-bas, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, je faisais l'émission d'anglais aussi, sur une chaîne télé que je ne peux pas dire ça ici, et tout ce que j'ai fait, j'ai donné des cours d'anglais aussi à domicile. Donc, du coup, tous ceux qui s'intéressent à l'anglais me connaissent très bien parce que je ne me cache pas. Et je me dis que quand tu possèdes quelque chose en toi et que tu n'arrives pas à déléguer ça à quelqu'un, ça ne peut pas dire que tu ne connais pas. Parce que si tu connais, tu peux avoir la pédagogie pour pouvoir donner l'enseignement à quelqu'un. Je dis tout le temps à mes élèves, je leur dis, tout ce que nous parlons sur cette terre, nous avons trois, le passé, le présent et le futur. Si tu maîtrises les trois, les autres petits trucs, ça après, on peut corriger ça sans problème. Alors, avant une question de fond sur l'aspect littérature, qu'est-ce que ça fait à Iron Bender de passer de la voix, c'est-à-dire de la scène musicale, à la littérature, d'autant plus que ceux qui sont dans le domaine de la littérature on a rarement des stars dans ce domaine, alors qu'Iron Bender était déjà très connu dans le domaine de la musique. Cette forme de transition, quel est le sentiment? Iron Bender, plutôt pas Iron Bender. Iron Bender. Rastafari. Non, mais ils sont forts dans leur domaine, donc en fait, très vite la conclusion arrive. Je me suis intéressé à la littérature avant la musique. C'est-à-dire que j'étais dans la musique, mais pas trop connu à la musique. Parce que quand je dis pas trop connu, moi j'étais sur la scène, on faisait des interprétations, on jouait partout, puisqu'il y avait un groupe. J'étais quitté à Willie Wise de Williamsville pour revenir à Djahapouti. Donc en ce moment, on ne peut même pas parler d'albums parce que c'est très difficile. Pas maintenant qu'il y a des ordinateurs, tu peux aller programmer, non, puisque tu veux faire même une pré-maquette, il te faut un groupe de 4 à 5 personnes. Vous partez, vous répétez, puis vous partez. Maintenant, en 1993, déjà,
Moi, j'ai postulé dans un concours aux États-Unis avec le poème Discipline Disciple et j'étais finaliste. Je vous dis, à l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, on fait quoi? Il faut toujours passer par la poste. C'est un peu difficile. Juste pour dire que pendant que j'étais dans le ghetto, jouais dans des orchestres, je m'intéressais toujours à la littérature. Et que comme ça, ce n'était pas trop connu de moi, les gens ne connaissent pas. Donc, je panachais les deux. Souvent, mon grand frère me disait tout le temps que parce que mais je peux aller trouver un petit papier que les gens ont jeté, je peux prendre ça pour venir à la maison. Puisque les écritures qui sont dedans, je peux le conserver. Donc du coup, dans la maison, tout est désordre. Voilà. Pas maintenant que tu peux quand même scanner ça, conserver ça dans l'ordinateur. Donc à l'époque, il n'y en avait pas tout ça. Et justement, vos choix donc, au niveau du genre littéraire semblent être la poésie et le théâtre. Pourquoi ce choix? D'autant plus que la majorité de ceux qui se lancent dans l'écriture se lancent très généralement soit dans la nouvelle, soit dans le roman, qui sont des gens plus ou moins accessibles. J'ai toujours dit tout de suite que je me suis intéressé à Shakespeare d'abord. Et qui parle de Shakespeare parle de ce qu'on appelle des playwrights, voilà, des pièces. Mais les gens pensent que quand tu te abattes sur l'autre côté, écrivant des théâtres, c'est un peu facile. Non, c'est là-bas même qui est difficile. C'est là-bas qui est encore plus difficile. Parce que le dialogue, il faut expliquer une femme qui parlait à sa fille. Il faut, en parenthèse, elle était fâchée ou bien elle n'était pas fâchée. Il faut expliquer comment elle était, tout ça. C'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Donc, je me suis lancé dans ça pour pouvoir... En fait, quand quelqu'un lit et qu'il s'imprime dedans, déjà, il prend une position. Si c'est la vieille femme, il s'imprime déjà sur la vieille femme. Si c'est la petite fille qu'elle aime, elle s'imprime. Donc, déjà, du coup, tu as tout ce que tu veux. C'est ça même qui est un peu difficile. Est-ce que tu as approché les metteurs en scène? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le théâtre, oui, scène? Non, faut pas mentir, pas pour le moment. C'est maintenant que je vais m'approcher d'eux pour les expliquer pourquoi c'est comme ça et comment on peut travailler ensemble. J'ai beaucoup de choses dans la tête qu'on ne peut pas écrire parce que même quand tu finis d'écrire, qu'on veut mettre ça sur scène, il y a beaucoup de trucs qu'il faut expliquer. Voilà. Si on t'implique dedans, il faut forcément expliquer certaines choses qui ne sont pas écrites. C'est comme ça. Ta récente œuvre, c'est Manilo, la femme de quelqu'un. C'est une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre. Tu peux nous parler un peu de l'œuvre? Manilo, la femme de quelqu'un. En fait, j'ai pris tout mon temps pour analyser certains trucs. J'ai vu 2 œuvres en Afrique ici et qui ont tiré beaucoup mon attention. Je parle de Chinua Achebe. Things Fall Apart, qui est Le Monde s'effondre. Et pourquoi? Tout le monde parle de ça, mais pourquoi? J'ai vu aussi, Allah n'est pas obligé. Tout le monde parle de ça, mais pourquoi? À vrai dire, celui qui a écrit Allah n'est pas obligé n'a même pas cherché à aller loin. Il est terre à terre. Et il explique tout et il arrive à faire des fiches personnages de chaque acteur qui se trouve dans son truc. Et il utilise des noms typiquement botaniques africains. Et je prends Chinua Achebe, Things Fall Apart. Le gars n'a pas cherché loin. Il n'y a pas Elisabeth dedans. Puisqu'il est Igbo, il s'est imprimé dans les noms typiquement Igbo. Mais c'est ça qui fait sa force. Et il explique des choses inexistantes. Quand tu écoutes, tu regardes son truc, il n'est pas pigé des idées de quelqu'un, non. Il est direct. C'est pourquoi je me suis assis. Quand j'ai fini de faire, écrire tout fini, j'ai dit, mais écoutez, on ne peut pas toujours en train de tricher, en train de mettre Joseph, en train de mettre Elisabeth, non. Il faut refaire les fiches personnelles de chaque acteur. Du coup, je parle de Manelo, du coup, je parle de Tombo, je parle de Samagwanla, et ce sont des noms botaniques typiquement Samo. Est-ce qu'au-delà de l'onomastique des noms que vous avez auxquels vous avez décidé de donner une coloration africaine, est-ce qu'il y a d'autres originalités qui se perçoivent à travers votre... Justement que l'histoire même se passe dans un village fictif que se retrouve chez les Samo et que j'ai donné le nom Gama. Alors que les Samo n'ont pas d'histoire, n'ont pas de village. Je sais où tu es en venir. Tu vois, il se trouve déjà un village qui s'appelle Gama. Mais une fois que tu dis le village qui s'appelle Gama, nous sommes toujours au Burkina ici, nous n'sommes pas encore sortis. Et quand on parle de la rivière, une rivière qui s'appelle la rivière Moussousso, nous ne sommes pas encore sortis, nous sommes toujours là. Voilà, donc c'est pour valoriser tous ces aspects que je me suis resté toujours au Burkina sans utiliser les mots, donc je veux dire, sans utiliser des noms qui renvoient à la réalité complète. Non, ouais, je suis toujours resté
au Burkina Faso. Sauf si tu vas dire que tu es mochi, que tu ne veux pas écouter les noms Samo. Ça, c'est ton problème. Sinon, tout est... Le coûte combien? C'est pas trop cher, man. C'est 3000 francs seulement. Sorti depuis quand? Aujourd'hui, ça fait une semaine, 8 jours. Oui, ça fait sur le marché. C'est une exclusivité pour Sur le marché, comment est-ce que ça se comporte? Bon, déjà, si je dis, bon, tout le monde dit que non, quand c'est comme ça, les gens... Si tu viens de faire sortir quelque chose que les gens ne connaissent pas et que tu as pu écouler quelque chose de 60, sans publicité ni rien, et que les gens même t'appellent pour dire que non, j'ai vu ça, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Je dis, bon, si tu as l'argent, en fait, ça commence à partir, mais ça peut bloquer, donc il faut relancer. Et puis, parlant de musique, à ton actif, tu as 5 albums. 7 plutôt. 7 albums, oui. Voilà, effectivement. Et tu as été au Malais d'Or, tu as raflé 2 trophées. J'ai jusqu'à 4 Malais chez moi. Oui. Non, je ne parle pas du récent Malais d'Or. Récent, oui, c'est 2. Oui. C'est 2. Malais meilleur, comme on appelle, clip, et puis Malais meilleur reggae roots. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est très bon si on te reconnaît en tant que quelqu'un qui a fait bon reggae roots. Mais bon reggae roots, c'est quoi? Utilisant des instruments traditionnels du Burkina et puis fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Oui, même si ça existe, que tu as modifié à ta manière, déjà c'est déjà bon. Et meilleur clip, quand on dit meilleur clip, vous êtes des hommes de médias, de télé, vous connaissez, quand on parle déjà de la qualité, et puis la scénario, de quoi. Donc vraiment, je ne me suis pas amusé dans ça. Et aussi, musicalement, il y a quoi en vue? Dis pas que cette année-là même, là, je peux dire que c'est une année qui est beaucoup bénie parce que je viens de sortir l'album en avril et qui a raflé 2 trophées. Et 2 trophées cette année, en 2021. Et encore, je suis sur le plateau en train de parler de Manelo, la femme de quelqu'un, qui est encore sur cette année. Donc, et justement, comment on s'organise pour pouvoir s'en sortir entre 2 domaines? C'est vrai que tout ça c'est de là, mais entre l'écriture, bien sûr, l'inspiration musicale, comment ça se fait? Ou bien ça va de pair? Comment on arrive à jongler tout ça? J'explique tout ça tout le temps. Souvent, je me dis même que ceux qui ne savent pas lire ni écrire, quand ils chantent même là, je suis trop content même parce qu'ils sont forts. Parce que quand je vois mon répertoire, à chaque moment que j'ai écrit la chanson, je reviens là-dessus encore pour venir rectifier certains trucs, supposant que je ne savais pas lire. J'ai fait comment? C'est encore... Que ce soit en langue Djoula, en langue Samo, moi je l'écris tout. Parce qu'il y a des mots qu'il faut bien prononcer, il y a des choses qu'il faut renverser. Donc, celui qui ne sait pas lire... Donc, c'est un avantage. C'est l'avantage pour moi. Beaucoup d'avantages. Merci, Aaron Bender. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, au cours de l'émission, on va passer une vidéo. La vidéo, le titre, c'est... Fin du monde. Et c'est la fin du monde? Oui, c'est la fin du monde. Nous sommes dedans il y a très longtemps. C'est une prophétie ou quoi? Non, c'est pas la prophétie. En fait, le titre de l'album même, c'est des prophéties, qui parle de la prophétie. Donc, fin du monde, ce n'est pas choisi par hasard, man. Nous sommes dans le fin du monde que les gens ne savent pas. Ça fait peur. Non. On espère qu'on va terminer quand même l'émission. Non, n'ayez pas peur. Nous sommes déjà dans le fin du monde. Les gens, en fait, quand on parle de fin du monde, les gens pensent que, bon, il y a... globalement, Dieu va se fâcher et puis détruire tout. Non, c'est pas ça. Nous sommes déjà... C'est progressivement, on s'en va. C'est déjà passé. C'est qu'on voyait avant, là. On ne le voyait pas maintenant. Parce que vraiment, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est ça qui est la fin du monde. Merci, Aaron Bender. Merci. On parle toujours de littérature. Cette fois-ci, nous sommes avec Monsieur Christian Kientga, qui est le directeur du Centre national de lecture et d'animation culturelle. Bonjour. Bonjour. Oui, avec vous, on va parler donc de la philo. Cette édition, le bilan donc de la philo. Ce qu'on va faire, on va suivre un élément qui parle donc de la cérémonie d'ouverture donc de la philo. E16 pour la philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou. La Biennale de littérature et du livre au Burkina Faso déploie ses activités depuis ce 25 novembre pour le bonheur des amoureux du livre et de la lecture. Comme pour les autres éditions, la philo 2021 connaît des expositions ventes livres, des conférences, des tables rondes, des concours littéraires, des rencontres professionnelles et dédicaces. Cette édition donne aussi l'occasion de réfléchir sur l'édition et le marché du livre, enjeux, défis et perspectives. Nous voulons à travers ce thème réfléchir sur la question de l'édition et du marché qui constituent les maillons essentiels de la chaîne du livre. Dans cet esprit, nous ne cesserons jamais d'exhorter les écrivains, les hommes de lettres, les éditeurs et les diffuseurs à faire de la philo un forum d'échange en vue de travailler à résoudre les difficultés du secteur du livre, à savoir l'édition et le marché. 2 écrivains sont invités d'honneur. Ernest Nongma Ouedraogo, qui a pour nom de plume Colin Maga, et Aristide Darnagda,
lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique francophone. Pour ce dernier, l'écriture doit permettre de prolonger les rêves et obsessions, toute chose qui s'inscrit dans le patrimoine de l'humanité. Il est important que nous, auteurs, nous dont les armes, les balles sont les mots, que nous soyons entendus et que nous mettons aussi en première ligne pour essayer de mobiliser notre peuple, de mobiliser les femmes, les enfants, les hommes, afin que nous puissions ensemble relever les défis qui se présentent à nous. En marge de la philo, une cérémonie de décoration a permis de récompenser des acteurs du livre au Burkina Faso pour leur contribution au développement du pays. C'était la cérémonie d'ouverture donc de la philo, Monsieur Christian Kiendga. On va déjà parler des centres de lecture. Comment est-ce que les centres de lecture se portent? Alors, merci déjà pour l'invitation que vous nous faites pour parler du livre et notamment de la Foire internationale du livre. Pour répondre à votre question sur les centres de lecture, je pourrais dire qu'actuellement, les centres de lecture se portent bien. Et nous en avons sur le territoire national 34, répartis sur l'ensemble du territoire. Et leur fonctionnement se passe très bien. Et nous avons des centres, par exemple, qui font autour de 3000 abonnés par an. Donc, on peut déjà se réjouir de cette opportunité que ces centres-là offrent pour les différentes populations. Alors, c'est vrai qu'il faut se réjouir, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des centres qui connaissent quelques difficultés parce que ces centres-là sont situés dans des zones, comme on le dit, à fort défi sécuritaire. Donc, ça impacte très largement et négativement également leur fonctionnement et les produits qu'ils offrent aux différentes populations. À ces centres-là, il n'y a que des livres physiques? Oui, il n'y a que des livres physiques au niveau de ces centres. Voilà. Pourquoi ne pas penser à la numérisation Oui, la numérisation, c'est un processus que nous avons commencé avec certains, mais nous ne sommes pas justement arrivés sur l'ensemble de ces centres. Pour le moment, nous avons, sur les 34, nous avons, je pense, autour d'une dizaine, voilà, qui ont des outils numériques où nous avons des livres, mais pour l'étendre à tout l'ensemble du réseau, alors ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Et puis, le thème de cette édition de la philo a été donc édition et marché des livres au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives. Comment se porte l'édition? Alors, si nous avons choisi de traiter de ce thème, notamment de l'édition et du marché, c'est sûr que c'est parce que ces deux maillons de la chaîne connaissent de grosses difficultés. Et il faut le reconnaître, l'édition au Burkina et le marché également, c'est deux maillons qui connaissent des difficultés. Quand je prends par exemple au niveau de l'édition, vous reconnaîtrez que nous n'avons pas beaucoup d'éditeurs au Burkina Faso. Il n'y a que quelques-uns, en tout cas, qui arrivent à s'en sortir et qui font un bon travail. La question aussi, vous avez par exemple des imprimeurs qui sont éditeurs, des auteurs qui sont éditeurs. Il y a un mélange de gens dans tout ça. Mais il y a la loi sur le livre. Oui, la loi sur le livre qui vient d'être adoptée en 2019, justement, et dont il faut prendre les textes d'application et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce qui va changer au niveau de la loi du livre? Alors, la loi sur le livre impose déjà la mise en œuvre de ce qu'on appelle un agrément d'opérateur du livre. C'est-à-dire que si vous dites éditeur, vous devez posséder un agrément. Un libraire doit posséder un agrément. Et donc, pour avoir l'agrément, il y a un certain nombre de conditions qui sont énumérées, alors sur lesquelles je pense que nous sommes en train de travailler justement pour que ce texte-là soit... Avant de permettre à Yervanga de parler, mais il y a également le cas de l'édition à compte d'auteur. Oui. La loi tient compte de l'édition à compte d'auteur? Qu'est-ce que ça La loi tient compte de toutes les formes d'édition, même si ce qui est préconisé le plus, c'est l'édition à compte d'éditeur, parce que c'est vraiment le mot d'édition qui doit être le plus utilisé. Mais la réalité du Burkina est telle que, l'éditeur n'a pas envie de partager, comme on le dit, les risques
de l'édition. Donc, l'auteur prend presque tous les risques parce que c'est son produit en quelque sorte. Mais il faut que la donne change, en fait. Avec cette loi adoptée en 2019, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour, comme vous l'avez dit, permettre à ce que les éditeurs qui existent là puissent se renforcer, mais pourquoi pas aussi à faire naître d'autres éditeurs, d'autant plus que ce sont des maillons, comme vous l'avez dit, qui font plus ou moins défaut au niveau donc de la chaîne du livre au Burkina. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'avec cette mesure telle que dit comme ça, est-ce que ça ne va pas, j'allais dire, mettre des bâtons dans les roues de certains éditeurs qui existent déjà? Non, je pense que même avant la loi, les mesures d'accompagnement existaient. Vous connaissez le FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, qui accompagne l'ensemble des acteurs. Mais c'est encore récent, hein, le FDCT. Récent, mais quand même qui a eu quelques actions sur le terrain qu'il faut saluer. Oui, justement. par rapport pendant la Covid, qui a fait un travail justement, et même bien avant. Je crois qu'il y a des actions qui ont été menées dans ce cadre-là. Avec et donc, des appels d'offres. Oui, des appels à projets, des appels d'offres, ainsi de suite, qui font que des acteurs quand même arrivent à pouvoir avoir des accompagnements dans ce sens. Donc, c'est déjà quelque chose à saluer. La loi également a prévu justement ces formes d'accompagnement, mais dans la loi, il est dit clairement que pour bénéficier de ce type d'accompagnement, justement, il faut être dans les règles de la loi, c'est-à-dire posséder son agrément d'opérateur du livre. Mais comme l'agrément n'est pas encore opérationnel, nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense que d'ici là, c'est quelque chose que nous devons pouvoir mettre en œuvre. Alors, on sait que la chaîne du livre, d'une manière générale, au Burkina, connaît des difficultés, mais j'ai envie de croire, mais je sais que la réalité est forcément différente, que être au centre donc d'une structure qui a pour objectif de promouvoir la lecture, ça ne doit pas être aisé, d'autant plus que on constate que de plus en plus, les gens ont plus d'autres préoccupations que la lecture. Du coup, qu'est-ce qui est fait, notamment lors des événements tels que la philo? Quelle approche vous faites pour que de plus en plus les gens s'intéressent à cette chose-là qui est très importante, notamment les jeunes, pour leur formation? Alors, le public cible principal de la Foire internationale du livre, je pourrais dire que c'est le public jeune et plus particulièrement le public étudiant ou scolaire. Donc, la plupart de nos activités sont en direction de ce public-là. Et nous devons même saluer cet accompagnement de la sagesse, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des écrivains du Burkina, qui, au cours de cette édition et même des différentes éditions, a initié ce qu'on appelle la tournée des écoles. C'est-à-dire que c'est de permettre à des écrivains d'aller dans les écoles, échanger avec les élèves sur leur biographie, sur leur bibliographie, justement pour faire connaître ces ouvrages et aussi faire naître au sein de cette population-là l'envie de lire. Donc la sagesse a initié, en tout cas pour cette année 2021, et je pense des tournées dans 24 établissements de la ville de Ouaga et aux alentours. Donc c'est quelque chose qui est déjà à saluer. Pour les enfants également, nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'espace enfant, qui a connu un fonctionnement assez mitigé cette année, compte tenu de la fermeture des écoles que nous avons connues juste le jour de l'ouverture de la foire. Mais l'un dans l'autre, on a trouvé des parades pour pouvoir quand même faire vivre la fête aux enfants. On a juste reprogrammé les activités de l'espace enfant juste après la philo. Donc ça s'est tenu le mardi dernier et le mercredi dernier. Est-ce que les Olympiades participent aussi, les Olympiades littéraires de l'occasion de philo participent aussi de l'atteinte de ces objectifs? Oui, les Olympiades participent justement de l'atteinte de ces objectifs-là parce que pour cette année, nous avons pris en compte 4 régions. L'édition passée, nous en avions 2. Cette année, nous avons 4. Et la perspective pour 2023, c'est de prendre en compte l'ensemble des régions du pays. Voilà. Donc, comme vous le dites, les Olympiades, c'est un bon cadre justement pour promouvoir le livre et la lecture au Burkina Faso parce que c'est des questions de culture générale sur la littérature burkinabé, sur la littérature africaine et sur la littérature internationale et en général. Donc, c'est un cadre, en tout cas, qui a montré son importance et je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens. Et qui dit marché, dit il faut avoir donc la disponibilité du livre, donc pas donc de la distribution. La distribution qui rencontre un véritable problème. Oui, la distribution rencontre beaucoup de problèmes parce que c'est exactement la même situation que l'édition.
quand vous prenez un peu les libraires au Burkina, vous en comptez sur le bout des doigts. À Ouagadougou, les librairies vraiment professionnelles, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, vous allez voir que c'est... Enfin, ailleurs, on les appelle des bouquinistes, nous, on les appelle les librairies par terre. C'est ça qui est un peu la donne ici. Sans compter qu'il y a les pirates qui vous font pirates, la concurrence au-dessus de tout le monde, sans être inquiétés. Oui, sans être inquiétés. Bon, et même s'il y a, comment on appelle ça, une commission de lutte contre la piraterie des œuvres artistiques et littéraires, qui fait quand même un travail, c'est vrai, sur le terrain, mais en même temps, et comme on le dit, c'est un phénomène qui a la peau dure et il faut trouver les moyens adéquats pour lutter contre. Il faut qu'on y arrive. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a véritablement l'amusement autour de l'engouement autour de la lecture. Et vous avez espoir que les choses vont s'améliorer? J'ai toujours espoir. Et déjà, ce que nous voyons, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Quand je dis ce que nous voyons, je prends l'expérience que nous avons dans les centres de lecture. Je vous ai dit que nous avons des centres qui font 3000, 3500 abonnés par an. Alors, 3000 abonnés par an, et nous avons un peu les chiffres dans l'ensemble du réseau. Nous avons, par exemple, pour 2019-2018, nous avons à peu près 500 000 entrées dans ces centres. Ça peut paraître peu, mais je pense que c'est un chiffre qui est assez intéressant à prendre. Même si les réseaux sociaux vous font la concurrence. Hein. Oui, les gens lisent beaucoup sur Facebook, mais on ne sait pas ce qu'ils lisent. Je pense que le livre a toujours connu cette concurrence-là depuis que ce soit la radio, la télé. Mais quoi qu'il en soit, le livre reste et demeure vraiment un outil indémodable. Voilà, c'est ça. Pour finir, Sophie Eidikam a remporté le Grand Prix du livre. Vos impressions? Alors, Sophie Kam, je pense qu'elle est reconnue comme l'une des meilleures plumes au niveau national. Et donc, pour moi, c'est à juste titre qu'elle a mérité ce prix de Grand Prix du livre de la Foire internationale du livre avec son ouvrage Mémoire vivante. Et moi, ce que je peux dire, c'est déjà de la féliciter pour ce prix qu'elle vient de recevoir et de l'encourager à poursuivre justement dans cette lancée parce qu'on a besoin vraiment de cette qualité d'écriture-là pour, comme on le dit, propulser le livre burkinabé au-delà. Peut-être une dernière question. On a l'impression que la philo ne récompense que les écrivaines parce que depuis l'existence du Grand Prix, là, on n'a que les écrivaines. On a Sali pour la première édition, après il y a eu Angelina et cette année, c'est... Voilà. Ou bien c'est parce que les écrivains burkinabés qualitativement sont en dessous de... Bon, peut-être que la sensibilité féminine, je sais pas, a parlé plus. Sinon, c'est vrai que j'ai même fait la remarque, j'ai dit, mais depuis, on dirait que c'est des femmes, je sais pas, peut-être que quelqu'un me posera la question un jour, et heureusement ou malheureusement que ça arrive aujourd'hui. Mais je pense que, on verra bien l'édition prochaine, peut-être que... un homme pourrait relever le défi. Oui, pourquoi pas, justement. Donc, on vous attend pour 2023. Je pense que si vous avez un ouvrage, vous pouvez déjà postuler. Merci bien, M. Christian Kenka, directeur du Centre national de lecture et d'animation culturelle, qui était avec nous pour parler donc du bilan de la philo. C'était un plaisir. Beaucoup. On va vous proposer un bout de vidéo, cette vidéo de Iron Bender.
Voilà, c'est un bout de cette vidéo de Iron Bibi qui annonce la fin du monde. C'est inquiétant. Juste après ce qui suit, on reçoit notre invité Smarty. Voilà, depuis l'entame de l'émission et les questions de littérature, on a reçu Iron Bender qui nous a parlé donc de littérature, son œuvre Manilor, la femme de quelqu'un, et puis à la suite Monsieur Kedga. Donc, et nous recevons dans la même lancée. Dans la même lancée, ouais. Un poète. Il a des thèses qui sont étudiées donc dans les écoles. C'est un poète aussi. Voilà, donc c'est une émission 100% littérature. On reçoit pour vous Smarty. Merci. Ouais, bonjour Smarty. Bonjour. Comment va? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va. Le 20 novembre dernier, tu as mobilisé du monde donc au stade municipal de Ouagadougou. Ça a été un grand concert quand même. Hein. Mais avant de parler donc de ce concert, on va parler donc de l'album Odyssée. Que représente cet album pour toi? Je pense avant de commencer, je vais saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de l'album et de mes activités. Que représente Odyssée pour moi? Je pense que ça représente quand même, c'est un nouveau départ. Hein. Parce que dans toute construction, surtout quand on parle de artistique, à chaque fois qu'on sort un album, c'est une façon pour nous un peu de remettre notre carrière sur la table, tout ce qu'on a pu bâtir, parce que on ne retient que malheureusement comment on appelle ce qu'on réussit au présent. Donc ça représente beaucoup, pour moi ça représente la somme de 9 ans d'expérience, 9 ans d'absence. Donc il fallait revenir et en même temps il y avait beaucoup de craintes, il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de peur parce que on est maître de ce qu'on crée, on est content de ce qu'on crée, mais à la fin c'est le public qui est le dernier juge. Donc quand on revient 9 ans après, on vient avec quand même beaucoup d'angoisse. On se demande comment est-ce que le public va accueillir l'album, mais pour le moment, je le dis en toute humilité, je suis assez satisfait du retour du public. Et puis bon, on va essayer de continuer à pousser tout doucement. Des chansons comme 500 raisons annonçaient peut-être les couleurs. Ouais. Pour beaucoup, ils s'attendaient à tel type de chansons donc, sur l'album. Oui. Non, je pense que l'album 500 raisons, c'est 500 raisons, bouche bée, le voisin, le mouton du voisin, c'est un peu... souvent, j'agis un peu comme un chroniqueur, en fait. Des inspirations spontanées. Voilà, c'est des inspirations spontanées par rapport à une situation, par rapport au besoin, quand même d'exprimer un peu tout le ressenti que j'ai autour de moi, de remonter, en fait, une information en chanson à ceux qui nous dirigent ou à la société en général, afin que les gens puissent prendre des bonnes décisions. Donc, quand c'est spontané, je le fais. Souvent, j'en fais des clips que je balance, mais ce n'est pas à but commercial. Donc, quand ce n'est pas à but commercial, je le donne gratuitement. Ça dit libre écoute et tout. Donc, voilà, pour cet album-là, Odyssée, c'était vraiment un autre esprit. J'ai pas voulu, surtout avec tout ce qu'on traverse en ce moment, avec les difficultés que traverse le pays, j'ai voulu quand même, avec cet album-là, essayer d'envoyer un album un peu ensoleillé, de mettre un peu bas la terre, mais ça ne veut pas dire que si je sens qu'il y a besoin d'écrire une chanson pour dénoncer telle ou telle chose, ça va venir. Même si RAP est présent. Hein. Oui, RAP... Il y a une grosse polémique autour. Non, RAP, c'était en gros le premier single, en vrai, qui annonçait la sortie de l'album. Donc c'est logique, c'était logique qu'il soit dans l'album. RAP, tout comme le titre avec Magic System, c'était vraiment des titres qui posaient les bases en fait de la sortie de l'album Odyssée. Mais Odyssée n'avait rien à voir avec 500 raisons, Le Mouton du Voisin, tout ça c'est des singles. Comme je vais dire, en période morte, en fait. Oui, RAP, est-ce que ça a servi ou ça a desservi? Parce qu'il y a eu une grosse polémique, ça allait dans tous les sens. Je ne suis pas rentré dans la polémique parce que Odyssée, c'est un esprit, c'est un nouvel esprit. RAP, c'était un peu comme j'évacuais certaines choses, je faisais le bilan un bilan personnel. Et en même temps, c'était une façon pour moi de refermer la porte et d'envisager le futur assez positivement. Au passage, à gratter un peu certaines personnes? Non, j'ai vraiment... Non, en fait, dans la chanson, il n'y a que 2 noms qui sont cités.
nommément. Moi, je n'ai pas pour habitude d'entrer en studio. Voilà, Greg et ZS, et même par rapport à ça, il y a eu des interprétations. Alors qu'en réalité, j'ai cité Greg et ZS, c'est des artistes pour qui j'ai un énorme respect. Et je m'identifiais plutôt à leur parcours, à ce qu'ils ont subi et à la force qu'ils ont eue de pouvoir revenir. Donc, je les cite plutôt en exemple. ZS, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration, pour qui j'ai énormément de respect parce qu'on a beau dire, ça reste quelqu'un qui a ouvert la voie, qui reste une icône de la musique burkinabé. Donc, quel que soit ce qui va se passer, mon éducation ne me permet pas de manquer de respect à un monument comme ZS. Et ça va rester, ça ne changera pas. Pareil pour Greg. Et avant de sortir la chanson, je les ai fait écouter. Donc après, pour le reste, je ne contrôle pas les émotions des gens. Tu écris une chanson, après, tel peut se sentir concerné. Le chapeau du chef, sous l'Ancien Régime, il y a beaucoup qui se sont sentis concernés. Je ne peux pas. Il y en a même qui ont le courage de te dire en face, mais il y en a, tu ne sais même pas, c'est insoupçonné. Peut-être le mec travaille en bas parce qu'il a été touché. Donc tu écris une chanson, mais en réalité, tu ne sais pas qui peut dire « ouais, c'est moi, ouais, c'est moi, ouais, c'est moi ». Mais la symbolique de RAP, en réalité, c'était juste d'envoyer un message pour dire « voilà ce que moi j'ai vécu ». Ça a été certes difficile, mais je continue à exister. Si je suis passé par là, et j'ai juste la chance, moi, d'avoir un micro de pouvoir raconter, c'est que toi, jeune frère, malgré les difficultés que tu as, tu peux y arriver, ne baisse pas les bras. Voilà la base du message qui était dans les Même si certains slameurs se sont sentis égratignés non, bon, pour citer... Et nommés même, pas par vous, hein, mais par la suite, par... les internautes, l'opinion et tout, et puis ça allait dans tous les sens. Non, ça allait dans tous les... Après, quand je dis j'ai pas joué le jeu, j'ai eu des appels pour faire des interviews par rapport spécialement à ça. Et toutes les personnes qui m'ont contacté par rapport à ça, ils connaissent ma réponse. J'ai dit non, je ne voulais pas parce que mon but, c'était pas ça. C'était pas de rentrer dans la polémique, c'était pas de rentrer dans le buzz. Et j'ai refusé de jouer le jeu parce que réellement, je voudrais rester fidèle à l'esprit de la chanson et à l'esprit d'Odyssée. Et je l'ai dit maintes et maintes fois pour toutes les personnes qui se sont senties visées par cette chanson, j'ai dit, ce n'était pas vous. Et si vous êtes senti concerné, je m'en excuse, je vous demande pardon. Moi, si réellement j'ai envie de dire les choses que je le sens, je vais le nommer, mais je ne vais jamais aller en studio, payer une séance, taper les méninges parce que je dois parler mal à quelqu'un. Non, c'est pas... Il y a longtemps que j'ai arrêté ça. Peut-être que je le faisais quand j'avais... C'est une confession alors. Quand j'avais la vingtaine. Mais c'était quoi? Quelle chanson Quand on avait la vingtaine, quand on était dans... C'était quelle chanson? Non, quand on était dans Yélène, qui avait les bifs, OBC, Yélène. Ça, c'est un peu le game. Voilà comment on a l'habitude de les games. Mais quand on atteint la quarantaine, je pense qu'à un moment, on se dit qu'on a plus une mission d'éducation, une mission de comment on appelle, notre musique doit être beaucoup plus utile et montrer l'exemple, plus qu'à cet âge-là, montrer aux jeunes qu'on est en train de se taper dessus. Non. Alors, pour peut-être terminer avec cet épisode-là, parmi cette provision de réactions suite à la publication donc, de RAP, il y a eu quand même des réactions artistiques. Je pense que c'est à souligner, même si au niveau du contenu, le fait que ça soit une œuvre artistique, vous, qu'est-ce que vous recevez? Parce qu'il y a eu au moins 3 sorties artistiques. Je parlais par exemple de Naël Meled, il y a eu la réaction de Homme Blanche par rapport à ça. Il y a même eu un autre groupe plus ou moins connu qui a répondu à Naël à travers un titre. Vous, en tant que, quand vous voyez votre titre RAP qui suscite autant de production artistique, est-ce que vous prenez ça de façon positive ou non? Tant que c'est fait dans un esprit sain, c'est positif. Si ça pousse à la création, si ça pousse véritablement je ne veux pas que cette chanson envoie la division. Mais si ça pousse à la création, si ça pousse à montrer que au niveau de la poésie, on peut arriver à écrire des choses beaucoup plus belles même que la chanson RAP, c'est ça de gagner. Après, comme je dis, on ne maîtrise pas, même moi, pour ceux Naël, c'est un petit frère. Je lui ai dit, la première fois que je l'ai rencontré à Bobo, je lui ai dit que j'avais un profond respect pour ce qu'il faisait, pour sa façon d'écrire et tout et tout. J'ai même aimé la chanson qu'il a faite pour répondre à la chose qu'on appelle à la chanson RAP. Donc, ça veut dire que moi, j'ai aucune animosité par rapport à ça. Puisqu'au fond de moi-même, l'intention n'a pas été de blesser X ou Y personne. L'intention pour moi a été de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur, de pouvoir fermer la porte sur tout ça et dire que ça c'était avant et que maintenant c'est une nouvelle personne qui arrive. Vous ne me verrez plus en train de du dire coup, ces la choses. transition a tout trouvé. Est-ce que le 20 novembre dernier, quand vous avez vu le public communier avec vous, vous pensez que vous êtes dans cette nouvelle phase-là qui devrait
selon vous dire, intervenir après RAP, ou vous étiez prêt donc à passer à autre chose, après avoir évacué? Quand vous avez vu le public sortir massivement pour communiquer, le sentiment c'était quoi? Non, déjà c'était pas gagné, hein, parce que tu peux faire la plus belle communication du monde, mais comme je le dis, c'est pareil pour un album, c'est le public qui décide. Tant qu'ils ne sont pas là, tu n'as rien gagné. Donc ça amène à la question de savoir, c'est ce que j'ai dit dans mon post d'hier, qui nous sommes en réalité. On n'est rien, parce que tu fais juste le malin après quand tu as fait le plein d'une salle, mais tu fais le plein d'une salle parce que les personnes t'ont aimé et qu'ils ont été là. S'il n'y a personne, tu ne peux rien dire. Donc c'est qu'après ça, il faut toujours savoir raison garder la tête sur les épaules, avancer toujours avec beaucoup d'humilité. En tout cas, moi, c'est ce que la vie au Burkina m'enseigne, en fait. Et voilà, donc se dire que ça, c'est une étape et qu'il faut continuer à avancer avec la confiance de ce public-là, mais rester toujours dans la droite ligne de ce qu'il demande et rester toujours sincère et vrai avec sa personne. Donc, le stade, comme je dis, c'est déjà derrière. De voir le public, oui, ça m'a apporté de la force, ça m'a apporté de l'énergie pour pouvoir aller de l'avant, mais ça m'a aussi permis de comprendre que, oui, tout ça, je le dis, hein, tout ça, c'est très fragile. Parce que les gens t'aiment par rapport à un truc. Si tu te trompes ou si tu fais quelque chose qui est en déphasage, ça peut basculer. Tu vois, là, ça peut basculer. Donc, c'est justement de ça que je parlais quand je dis toutes les carrières sont fragiles. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça reste fragile. L'album Odyssée, c'est de l'autoproduction. C'est une première expérience dans l'autoproduction. Ouais. Comment est-ce qu'on vit cette expérience-là? Non, on le vit assez bien parce que moi, je sors quand même de 20 ans de production, hein, pratiquement. Quand je dis 20 ans de production, c'est-à-dire... des albums qui ont été produits par des gens. Avec Hélène, on n'a eu qu'un seul album qui a été produit par quelqu'un d'autre. Tous les 4 albums, c'était produit par Mondo et moi-même. Mais pour ma part, quand je suis parti en solo, on fait confiance. Hein. On fait toujours confiance, on vit son expérience avec des personnes qui sont de bonne volonté à la base, qui veulent vous aider à monter, mais souvent les gens peut-être parce qu'ils ne maîtrisent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas tous les contours, il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous voulez. Donc j'ai voulu, partant de cette expérience-là, tenter mon expérience à moi-même, c'est-à-dire investir dans mon projet, investir physiquement, moralement, donner de mon temps, être sur le terrain et voir quel résultat ça allait donner. Donc c'est ce qui fait qu'on me voit et j'aime bien ça parce que l'artiste aussi c'est l'entrepreneur, c'est celui qui est aussi sur le terrain, mais aidé par son équipe. On ne peut pas tout faire. Donc il faut avoir des gens autour de soi, mais il faut être aussi dans la démarche, il faut être dans la dynamique parce que c'est l'artiste aussi qui impulse la démarche, qui impulse l'énergie. Si vous avez un artiste qui dort à la maison, son staff forcément, l'énergie ne va pas être la même. Donc c'est juste pour dire que c'est ensemble en fait qu'on avance. Donc c'est assez positif pour moi parce que de l'organisation du concert, des concerts jusqu'à la fabrication des CD, jusqu'à la production, jusqu'à tout, sur toute la ligne, j'ai été, comment on appelle, à la base. Donc c'est aussi une fierté pour moi et en même temps encore un exemple qui montre qu'on peut aussi contrôler tout ça et arriver à s'en sortir. Et Gaou Production et Universal, ils interviennent à quel niveau? Gaou Production et Universal interviennent au niveau international. On dit qu'ils ont la distribution. Non, ils ont intervenu dans la seconde phase, c'est-à-dire quand tout ça est fini, c'est clair que tu essaies de faire un regard à 360 degrés. C'est-à-dire tu as ton produit et tu essaies de voir qui peut porter le projet pour l'amener dans tel territoire, qui peut porter le projet pour l'amener dans tel territoire. Donc c'est dans ce cadre-là que Gaou Production, qui est une structure de mon aîné à Salfo, et je pense qu'il y a une certaine fraternité qui nous lie, donc il croit en mon projet, il croit en moi, et c'est comme ça qu'il y a eu une discussion pour qu'eux ils puissent porter le projet au niveau de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas à l'international. Donc le truc c'est ça, mais ça reste quand même toujours sous la supervision de Marvin. D'accord. Ce qu'on va faire, on va suivre le reportage du concert et puis on se retrouve pour la suite. Des années Hélène à Odyssée, l'icône du rap burkinabé a pendant 2 heures fait étalage de tout son talent. À travers ses textes et les mélodies qui vont avec,
C'est la situation qui a surtout plus motivé les gens à être là, moi particulièrement, à me dire qu'on ne va pas baisser les bras. Voilà, on va s'encourager, on va se dire que le Burkina a vraiment un bel avenir et on va prier Dieu que la situation sécuritaire puisse s'arranger d'ici là et que tout rentre dans l'ordre. Et que dire de ces différentes collaborations artistiques nationales et internationales, symbole fort de la nouvelle dynamique musicale burkinabé. À tous les coups, l'artiste aura relevé le défi de la grand-messe avec la jeunesse burkinabé à Ouagadougou. Je suis content qu'il soit sorti, mais c'est plutôt un symbole pour moi. Le symbole de la résistance et du fait qu'on envoie un message pour dire que malgré tout, il y a de la vie. Je leur dis merci pour la force et l'énergie qu'ils m'apportent et que Dieu les bénisse. Après le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Smarty met le cap sur Bobo Dioulasso le 10 décembre prochain pour une autre page de l'histoire de la musique au Burkina Faso. C'est magnifique. Hein? Quelle a été ta journée comment a été ta journée du samedi, de matin jusqu'à avant de monter sur scène devant ce public-là? Matin déjà, ça a été comment? Il y avait le stress, c'était quoi? Non, déjà qu'on avait... on était déjà la veille à la balance avec il disait que je remercie toute l'équipe technique surtout parce qu'on a tendance à les oublier. On était à la balance de 1h du matin jusqu'à 8h30. Waouh! Ouais, jusqu'à 8h30 parce qu'après on a eu plein de soucis techniques, mais il fallait attendre pour faire la balance. Donc moi je rentre à la maison à 8h30. 8h30, je tente de dormir. Il y a un petit souci par rapport à comment on appelle, l'hébergement au niveau de l'hôtel des Magic System. Je ressors, je vais régler ça. Je reviens à la maison, mais en vrai, est-ce que j'ai dormi? Non. Parce que même quand je tentais de dormir, je ne pouvais pas parce que je pense que c'est le stress en fait qui faisait ça. Donc je suis resté mi-dormant, mi-éveillé jusqu'au soir. Et plus l'heure approchait, plus ton cœur battait. Et en réalité, tu vois tout redéfiler. En fait, tu te poses toutes les questions. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Et c'était d'autant plus difficile qu'on sortait de 72 heures de deuil et qu'avec l'équipe, on avait tenu à respecter ça. Donc, on n'a fait aucune communication. Donc, on avait eu juste la journée du vendredi. Et il y avait des questions qui se posaient. Est-ce qu'on doit annuler? Est-ce qu'on ne doit pas annuler? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on ne doit pas continuer? Je pense, moi, que c'est vrai, elle a dit la fille, c'était important pour nous de... Je venais à la base pour faire un concert, juste un concert, mais je pense que la symbolique était beaucoup plus forte que ça. Donc il fallait changer, comment on appelle, tout le contenu du spectacle et envoyer une énergie assez positive. Il faut que les gens... Je voulais à la fin que les gens viennent et qu'ils partent avec quelque chose qui était beaucoup plus que la musique. Donc voilà, je pense que... Et sans oublier que la journée du samedi était très mouvementée, avec ce qu'on savait se passer à Kaya. C'est clair, c'était pas donné honnêtement, parce que c'était pas sûr. Même moi, c'est-à-dire personne n'était sûr qu'on allait avoir... on allait avoir ce monde-là, qu'on allait arriver à atteindre ce cap-là, parce que honnêtement, faire tout ce temps-là sans communiquer, dans le contexte dans lequel on est, parce que c'était hyper lourd. Il y a la situation que traversait le pays dépassait dans tout le sens un concert. Tu vois, c'était assez compliqué, c'était assez triste. Le pays était éprouvé politiquement, culturellement, socialement. Les gens étaient fatigués. Il y avait, c'est-à-dire, tous les points étaient au rouge. Donc, c'est en ce moment que vous dites, vous faites un concert. C'était assez compliqué. C'est pourquoi je dis, réussir ça dans ce contexte, c'est une grande preuve d'amour. Et c'est dire merci à Dieu aussi. Je pense que moi, je rends grâce à Dieu, honnêtement. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que on n'y croyait pas. Il faut le dire en toute humilité, c'était compliqué. Et puis le public s'est amené un peu en retard. Bah oui, parce comme d'habitude. Non, après avec l'équipe, moi j'appelais, je passais des coups de fil, je disais, est-ce qu'il y a du monde? Les gars ne me répondaient pas. Je dis, il y a du monde, les gars ne me répondaient pas. J'appelais, souvent j'oubliais même le staff, je partais appeler des gens à côté, tout ça. Personne ne me répondait. En tout cas, jusqu'à 19h30, 20h, c'était mitigé en fait. Donc il y avait même des questions qui se posaient. Moi, ça n'allait pas à la maison. Je pense que j'ai perdu 1 ou 2 kilos entre le truc. Et après, c'est Adrien Bonneau du service de communication de l'UNICEF qui m'envoie un message. Il me dit, ça va être chaud. Je dis, comment? Il dit,
ça commence à se remplir. Et le monde que je vois dehors, c'est terrible. Et au résultat, l'information qu'on me remonte après, c'est que en réalité, je tiens même à présenter des excuses à ceux qui n'ont pas pu rentrer, parce qu'il y a beaucoup qui sont retournés à cause des, comment on appelle, des fouilles. Mais c'est indépendant vraiment de la volonté des forces de l'ordre et de la sécurité, parce qu'il fallait fouiller tout le monde. Il fallait véritablement être sûr. Donc, entre les fouilles pour sécuriser, entre le passage des tickets, la mise en truc des bracelets, ça mettait assez de temps. Donc il y a beaucoup qui sont partis. Après, on avait balancé aussi un programme que les gens ont suivi. Les gens savaient de quelle heure à quelle heure la première partie allait avoir lieu. Ils savaient que je montais sur scène à 21h. Mais tout a été chamboulé. Tout a été chamboulé. Puisque on voit le programme, mais les gens s'amènent à l'heure qu'ils veulent, quoi. Non, ça a été chamboulé parce que les gens sont venus vraiment à 20h30. Ça a été chamboulé simplement parce que les fouilles, on n'avait pas tenu compte de ça. On n'avait pas tenu compte du dispositif sécuritaire qui faisait qu'il fallait vraiment qu'on s'assure que tous ceux qui rentraient étaient des personnes qui étaient réglo et tout. Donc tout ça, par personne, tu as peut-être 2 ou 3 minutes à faire. Donc c'était assez dur. C'est ça qui a retardé. Mais je pense qu'on a eu juste 40 à 45 minutes de retard. On a terminé à 0h35 précise. Parce qu'on avait prévu de terminer à 23h. Et on a terminé à 0h45. Du coup, parmi les leçons que vous avez certainement dû tirer donc, de ce concert-là, en plus justement de la prise en compte de ces ADA-là qui ne vous est pas imputable, est-ce que vous avez tiré d'autres leçons qui va vous être profitable, disons, à l'occasion donc, du concert à Bobo-Dioulasso? Bien sûr. C'est vrai qu'on ne va pas s'asseoir sur nos lauriers et dire que parce que on a eu ce monde-là au stade, dire que certes c'est une réussite, mais il y a eu certainement des choses qui n'ont pas fonctionné et qui en interne, on en a parlé en interne, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. On n'organise pas un événement comme ça. Et puis espérer que tout soit carré, même si c'est notre souhait. Et l'équipe qui était avec moi est une jeune équipe. C'est la première fois tous ils se mettaient sur ce genre d'événement. Donc certains étaient même débordés par le monde qui était là. Ils étaient débordés par l'organisation. Et moi, je peux comprendre ça. Mais c'est une expérience forcément qui va préparer d'autres. C'est vrai que tout n'a pas été parfait. Et on s'excuse auprès du public, auprès de ceux qui sont venus déjà, qui n'ont pas pu assister, qui ont dû faire demi-tour. Ça, c'est déjà, comment on appelle, le point qui forcément, moi, m'a un peu déçu. Et le deuxième point, c'est le fait qu'on ait donné un programme qu'on n'a pas respecté. Ça aussi, ça n'a pas été professionnel de notre part. Et je tenais aussi, là aussi, à présenter nos excuses. Mais vers la fin, encore, je dis merci parce que pouvoir rassembler tout ce monde-là au stade, faire un concert et qu'ils repartent sans qu'il n'y ait un seul blessé, sans qu'il n'y ait une seule bagarre, sans qu'il n'y ait quelque chose, moi je dis, honnêtement, on a le public le plus discipliné, honnêtement. Et je ne dirais pas que le mérite nous revient. Le mérite revient aux forces de défense de sécurité, ceux qui ont assuré la sécurité, à la gendarmerie qui était là ce jour-là, mais au public, que je veux dire merci pour leur attitude, je veux dire merci pour leur sens de la responsabilité, et merci surtout pour la discipline. L'initiative du conseil est venue d'un fait banal, je crois. C'était en janvier. Oui, ça a parti d'un commentaire. D'un post, d'un commentaire. C'était en janvier passé. Donc c'était la nouvelle année, je pense que c'était le 5 janvier. Donc je fais un post, je dis, je veux bien organiser un concert pour la sortie de mon album. Je vais aller dans 3 lieux. Je vous propose 3 lieux, le CIAO, le Palais des Sports ou le stade. Vous voulez qu'on aille où? Donc la majorité des commentaires, c'était, comment on appelle, le stade. Le stade, il y a un qui vient qui dit, n'écoute pas les gars là, les Burkinabés, tu ne les connais pas. Ils vont te blaguer, tu vas aller au stade et ça va être un échec, tu vas aller échouer là-bas. Donc, le mot m'a parlé et j'ai dit, ok, d'accord. Donc, dans ce cas, même, on va aller au stade. On va aller au stade
même s'il y a 2 personnes, on va déposer les poteaux, on va jouer le foot, on va faire le show et puis on va rentrer. Au moins, on va jouer de cette manière-là. Et c'est comme ça que, comment on appelle, je suis rentré dans le hashtag Allons échouer au stade, qui derrière la phrase était une phrase qui était contraire en fait. L'ironie. Voilà, une ironie en fait qui était remplie de beaucoup de positivité. Personne ne veut quand il organise une activité aller échouer. Mais c'est fait face à nos peurs en fait. Mais même malgré ça, je pense qu'à quelques heures, l'échec, vraiment, je l'ai vu en personne. C'est-à-dire vers 19h30, 20h, je voyais l'échec en personne. Du coup, j'étais en train de penser aux articles qui vont être écrits demain. J'ai dit, mais qu'est-ce que Marius Zongo va bien écrire si ce stade-là n'est pas plein? Qu'est-ce que Hervé on l'avait écrit? Qu'est-ce que Sidoya avait écrit? Qu'est-ce que la RTV va dire? Machin, tout ça. Et c'était, honnêtement, c'était la fin. Hein? Parce que quand tu ne réussis pas un événement comme ça, c'est la fin de ta carrière. Mais honnêtement, lorsque sincèrement, on te conduit, tu vois ce monde-là, qu'est-ce que tu te dis? Non, j'étais libéré parce que on rentre d'abord avec le minibus et les musiciens, et c'est quand on rentre que je vois le monde. Quand je lève la tête, je vois le monde, je dis merde. Et c'est en ce moment que vraiment la pression baisse. Je me souviens que je suis allé m'asseoir, je suis dans les coulisses, je me suis même couché à même le sol sur le gazon et j'ai dormi. Les minutes qui ont suivi, j'ai dormi. Et je l'ai dit dans mon post hier, véritablement les 3 derniers mois, ces minutes-là, ça a été précis. Ouais, ça a été les minutes vraiment où je me suis lâché, où c'était la minute de repos. Ah ouais. Et après ça, c'est Bobo Dioulasso. Hein? C'est Bobo Dioulasso. C'est Bobo Dioulasso. On se retrouve là-bas déjà le 10, le vendredi. Et en même temps, avant Bobo Dioulasso, la veille, on fera aussi comment on appelle, la dédicace de l'album officiellement. Quoi, une conférence de presse? Une conférence de presse, voilà. Pour marquer à Bobo, pour marquer la sortie de l'album. Il faut aussi noter aussi que cette tournée aussi est dans le cadre, bien sûr, ces concerts sont dans le cadre aussi de la tournée UNICEF, qui est une tournée qui est face aux jeunes, une tournée qui est adressée aux jeunes et tout, qui parcourt plusieurs étapes. Hier, c'était au niveau de Waïgouya avec Flobi et Grec. Donc c'est une tournée qui est portée par des jeunes, qui donne la place véritablement aux jeunes. Donc c'est pourquoi, comme nous on est vieux là, on fait pas toutes les étapes. Donc, on donne vraiment la place aux jeunes, on donne la parole aux jeunes. Donc le rendez-vous c'est à Bobo, ce 10 là, et la veille on sera voilà, au sein de l'hôtel Sissima pour faire la dédicace officielle, le lancement officiel. Parce que l'album est sorti, jusqu'à là on n'a pas fait de dédicace. Oui, là il faut une communication autour de l'album. Mais oui, je pense que ce n'est qu'une étape qu'on est en train de passer. Après les concerts, on va vraiment relever encore la démarche par rapport à la com de l'album. Après tout ça, le prochain défi, c'est... Le prochain défi de Paris, c'est... J'ai ça en tête en fait. Ah oui. On est en train de communiquer avec... on parle avec le staff, mais l'idée pour nous, c'est véritablement en juin, au mois de juin, attaquer une des salles de la France. Ah oui. Ouais, c'est l'autre folie qu'on veut faire. On va aller échouer peut-être quelque part. Mais loin des regards, bon, on sera là. Faudra envoyer Marie sur... Non, c'est possible parce que c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Et puis bon, c'est l'occasion pour moi aussi de saluer parce qu'il y a quelque chose de super qui se passe dans la musique au Burkina en ce moment. Vous voyez Flobi, qu'il a du côté d'Abidjan. Du côté d'Abidjan. Je pense qu'il faut qu'on garde cette dynamique-là et qu'elle ne tombe pas. Qu'elle ne tombe pas, qu'on continue véritablement à faire des choses, parce que c'est ces choses-là qui vont faire que les gens vont comprendre que véritablement il y a le Burkina en train elle était là depuis longtemps. Alors est-ce qu'il y a un message particulier pour ceux qui nous regardent de Bobo, parce que ils n'ont pas pu assister à ce que nous avons vécu le 20 novembre dernier. Voilà, ils s'attendent à quoi? Non, qui s'attendent. Il y a certains, le seul reproche que j'ai entendu à l'issue du concert, là, c'est le style vestimentaire que les gens ont dit que Smarty aurait pu proposer mieux au niveau Je sais, mais je suis resté un peu dans la même dynamique que la pochette pour rester vraiment en cohérence avec ce que j'ai fait. Après, honnêtement, moi je suis plutôt vraiment dans l'art. Je suis plutôt dans le truc. C'est pourquoi vous allez voir, on a fait 2 heures de concert, je ne suis pas rentré, je ne me suis pas changé. Pour moi, ce n'est pas un défilé de mode, mais c'est plutôt chanter. C'est ce que les gens sont venus entendre en fait. C'est écouter ta voix, communier avec toi. Parce que si tu es sapé,
que tu sors dans ta bouche. Ça, en fait, non, je ne suis pas... Mais les artifices... Non, je sais, mais je ne suis pas très artifiste. En fait, moi, je viens sur scène comme je suis dans la vie. Je ne suis vraiment pas la star ou celui qui... Non, vraiment, il y a eu un temps pour ça. Aujourd'hui, je suis vraiment débranché de tout ça. Voilà. Donc, je dirais aux gars de Bobo, Bobo Kao Aïbo, voilà, un samedi long, non, vendredi long. Vendredi long, à Athlé qu'on entend. Donc, on va venir en concert. Donc, il faut que Bébo ait un âme fatiguée. Voilà. Super, merci Smarty. Et puis, on va souhaiter bon vent aussi à l'album de Douden qui sort. Exactement, on y était. C'est aujourd'hui? Oui, j'y étais tout à l'heure. Là, j'ai fait la pause pour venir à l'émission. Voilà, donc big up à lui. Allez écouter l'album de Le Retour du Brave. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'écouter. Bon, vous connaissez Douden, en termes de qualité d'écriture, de profondeur, de mélodie et tout. Il n'y a rien à dire. Donc, soutenez. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est pour le petit frère ou c'est pour le grand frère? Douden, c'est mon coro, c'est mon aîné. C'est mon aîné. Douden, c'est la génération de Lesso Djidji. Donc, merci. C'était un plaisir donc, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.